On est parti? On est parti. Alors, bonjour à tout le monde, Céline Vallière, médiatrice, formatrice. Alors, aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour qu'on se parle du programme Maîtriser vos négociations, programme qu'on a lancé depuis le 19, oui, c'est ça, 19 septembre. Les périodes d'inscription se terminent aujourd'hui. Et je voulais vous donner encore plus de contenu, répondre à vos questions sur le programme si vous le désirez. On se rappelle, c'est un programme en ligne, 10 heures de formation. Alors, voilà, j'ai hâte de recevoir vos questions. Et ce dont on avait, je vais commencer par donner de la matière. Alors, ce dont on voulait parler, ce que j'avais annoncé comme webinaire, c'est le mensonge. Alors, est-ce qu'on a le droit de mentir dans une négociation? Bien, ça, c'est une excellente question parce que des fois, quand on négocie, je sais pas si on négocie, par exemple, pour acheter une maison, pour vendre une entreprise, pour, mon Dieu, ça serait plein de choses qu'on peut négocier. Ça se peut qu'il y ait des éléments de notre organisation, de notre entreprise, de notre maison, qu'on trouve pas que c'est de l'information qui est intéressante. Puis on peut même penser que c'est une information qui va nous nuire, puis qui va faire en sorte que les acheteurs vont s'éloigner ou que les gens sont pas intéressés ou qu'ils vont nous négocier à la baisse. Fait qu'on aimerait mieux pas dire l'information, à la limite mentir. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir puis il veut acheter ma maison, est-ce que c'est un quartier tranquille alors que c'est pas du tout tranquille puis c'est la raison pour laquelle je m'en vais. J'aurais peut-être le goût de dire oui, c'est bien tranquille alors que c'est pas vrai du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est une question très importante, c'est la question de l'éthique. Je pense du code d'honneur. J'ai quelqu'un qui vient de se joindre. Bonjour Daniel. Alors, le code d'honneur, le code d'éthique. Est-ce que dans une négociation, vous avez cette éthique à l'intérieur de vous? Et il y a un éthicien qui s'appelle René Villemur, très intéressant, très accessible, qui disait que, je vais vous donner sa définition de l'éthique. Il dit l'éthique, c'est la question qu'on se pose pour savoir quoi faire pour bien faire. Quoi faire pour bien faire? Alors, la question du bien, du mal et tout ça. Mais le mensonge, on va voir aussi, il faut le définir. Il faut dire que quand il y a des professionnels, si vous négociez avec des professionnels, négociez avec des avocats, des psychologues, des courtiers en immeuble, des gens qui ont des codes d'éthique, des conseillers conseillers en relations industrielles ou en ressources humaines, ces gens-là ont des codes d'éthique. Et le code d'éthique permet pas de mentir. Hein? Le code de déontologie nous donne des règles quand même qu'on doit suivre. Il nous dit si on fait des choses répréhensibles, on peut avoir des plaintes à nos ordres professionnels. Donc, il y a une certaine garantie d'intégrité quand on fait affaire avec des professionnels, oui et non. Alors, je dis pas que c'est une garantie absolue, mais quand même, il y a cette obligation pour les professionnels de remplir leur code de déontologie, de le rencontrer. C'est sûr aussi que quand on commence, il y a une règle dans l'information, dans la négociation. Quand on commence à négocier, on devrait plus la négociation avance, plus on devrait donner de l'information. Au début, on échange l'information. Je te donne l'information et on voit une réciprocité. OK? Plus la négociation avance, plus on est sûr qu'on va conclure à quelque part, plus l'ensemble des informations devraient être données. Les informations moins bonnes et bonnes devraient être données. Parce que si j'arrive avec une information à la fin de tout, que je saurais, par exemple, que pour un acheteur, c'est hyper important d'être dans un quartier très, très reposant, calme et tout ça. Puis j'ai dit ça juste à la fin. Vous savez, il y a beaucoup de chiens dans le quartier, il y a des enfants, il y a ci, il y a ça. Bien, à un moment donné, je vais être perçu de mauvaise foi. Donc, les informations importantes et cruciales ne doivent pas sortir 2-3 minutes avant de signer le contrat. Ça, c'est vu de mauvaise foi. C'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait faire. Puis, de toute façon, ça risque de faire une non-conclusion de l'entente.
Mais je vais revenir à cette idée du mensonge. Donc, il y a comme une règle, juste faire une petite synthèse, il y a comme une règle dans cet échange d'informations. C'est le taux d'échange, je te donne l'information, tu m'en donnes, et le rythme de dévoilement. Donc, ça, c'est comme des règles de base. Maintenant, mais qu'est-ce que c'est mentir? Alors ça, c'est une question intéressante. Hein? Peut-être que votre mère ou vos parents vous ont dit c'est pas beau de mentir, puis mens-moi pas. Euh, puis nous, comme parents, on l'a dit à nos enfants. J'aime ça quand tu es honnête, j'aime l'authenticité, l'honnêteté, mais c'est quoi le mensonge? Puis les gens vont dire ah, mais j'ai pas menti, j'ai rien dit. Ah, et le silence, est-ce que le silence peut être un mensonge? Ben oui, d'une certaine manière, oui. Alors, je suis allée chercher des définitions de ce que c'est le mensonge. Alors, le mensonge, dans le dictionnaire, le petit Robert dit que le mensonge est une assertion sciemment contre la vérité. Donc, on dit vraiment contre la vérité. Faite dans l'intention de tromper. Donc, il y a une intention dans le mensonge de tromper. Et là, on donne des exemples de mensonges, des contre-vérités, des fables, des histoires, des inventions, des tromperies, des boniments. J'aime ce mot-là, boniment. Hein? Ah, il m'a fait son boniment pour me vendre quelque chose. Des mensonges par omission. Hein? Et la vantardise, la désinformation, l'imposture, l'illusion. Alors, l'omission, la forme du mensonge, elle est différente. Ça peut être une affirmation fausse. On me demande si le quartier est tranquille. Je dis, ah oui, c'est très tranquille, alors que c'est totalement faux. Ça peut être dire, on répond pas à la question, tout ça. Une omission, OK? Ou ça peut être une vérité arrangée. Oui, c'est tranquille, mais parfois, bon, il y a des chiens dans la rue ou, bon, c'est sûr qu'il y a les enfants qui passent le matin pour aller à l'école. OK? Donc, on arrange la vérité. Donc, c'est des demi-vérités. Donc, ne pas dire, ne pas répondre, ben, à quelque part, silence, j'ai pas donné l'information parce que je l'ai pas donné parce que ça faisait pas mon affaire ou je pensais que ça allait me nuire. Donc, c'est une sorte de mensonge. Alors oui, donc le silence, oui, ça peut être du mensonge. Euh, Selon l'éthicien René Villemur, il dit que le mensonge, c'est fait pour l'intérêt à court terme du menteur. Alors, le menteur, ce qu'il vise, c'est pour lui. Il y a une raison pour laquelle il ment, c'est pour son intérêt, et il est dans le court terme. Le menteur, c'est quelqu'un qui abuse, c'est quelqu'un qui manipule. Et la solution qui va être choisie par celui qui est menti, alors j'ai menti sur le quartier, ben, lui, le menti, il agite pareil, euh, mais parce que ça fait mon affaire à moi. En fait, sa solution qu'il choisit, ça fait mon affaire à moi. Okay? Le mensonge, il est fait dans l'objectif de faire bien l'affaire du menteur, en fin de compte, c'est ça. Mais il y a des problèmes au mensonge, des problèmes entraînés par le mensonge. Et ça, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Bien, premièrement, l'éthique du négociateur. Est-ce que moi, je suis à l'aise de faire ça? Est-ce que j'ai un code d'honneur, j'ai une éthique à l'intérieur de moi? Donc, ça, c'est un problème avec ma propre conscience, je pourrais dire ça comme ça. Il y a le risque d'être découvert. Alors, si je suis découverte, ben, là, j'ai un risque de dommage à ma réputation, à ma crédibilité. Je peux perdre du prestige. Alors, on a vu ça dans les journaux, hein, beaucoup de politiciens, des scandales qu'il y a eu et tout ça, où les gens ont été découverts. Et quelle déconvenue, hein, quelle catastrophe dans une carrière qui amène à des démissions, puis les gens ne peuvent plus continuer parce qu'on a découvert. Et là, la perte de crédibilité est très, très importante. Le mensonge, ça, c'est intéressant parce qu'on n'y pense pas toujours. Puis vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'hésitation à utiliser le mensonge, ben c'est que ça peut être un bon menteur. Les bons menteurs, le problème, c'est qu'on peut les croire. Alors là, ça fait leur affaire, mais quand le menteur est cru, ben, ça commande d'autres mensonges.
Alors, un mensonge en entraîne d'autres, nécessairement. Donc, ça devient comme assez compliqué de s'en sortir. Je ne sais pas si vous étiez... on l'a tout fait en jeune enfant, ou même avec des personnes, on a dit quelque chose parce qu'on ne voulait pas dire la vérité. Puis là, ah ouais, mais... et là, on se rend compte que, oh, je suis obligée de dire d'autres mensonges, puis même des fois d'entraîner des personnes dans mes mensonges pour que mes mensonges soient... Alors, ça devient très compliqué. Un mensonge aussi, c'est peut être utilisé par paresse ou facilité, hein, alors qu'il existe souvent des moyens plus légitimes et inventifs pour s'en sortir. Les autres difficultés qu'on peut rencontrer, je regarde mes notes de temps en temps parce que je ne veux surtout pas en manquer. Le menti n'a pas accès à une information de qualité. Alors, et il ne peut pas tout comprendre et décider comme s'il avait su. Ah, ça, c'est un problème majeur et tellement important. J'en ai reparlé des conséquences de cette conséquence très, très importante. Chaque mensonge enlève de la confiance globale que nous avons envers les autres et la société. Bon, alors ça, c'est peut-être plus de l'ordre sociétal ou une conscience sociale, mais ça, c'est quand même important. Et il y a un problème de conscience qui est vécu par le menteur. Alors, je pense qu'il y a des menteurs qui peuvent, oui, effectivement, avoir ce problème. Certains menteurs n'auront aucun problème de conscience parce que, rappelez-vous, ce qu'ils visent, c'est leur propre intérêt, de celui qui dit. Une autre chose aussi qui peut amener dans le mensonge, c'est la manipulation. Donc, la manipulation, c'est l'intention d'amener ou de faire la manipulation, je vais vous donner une définition, c'est le fait pour une personne physique ou morale de créer ou d'exploiter chez autrui, contre son gré ou non, un état de dépendance psychologique, en vue notamment d'en tirer des avantages financiers ou matériels. Donc, il y a une game, c'est d'influencer quelqu'un pour le faire penser ou agir comme on le souhaite. Donc, il y a aussi, à quelque part, dans la manipulation, des jeux plus ou moins éthiques. La manipulation peut aussi entraîner des mensonges. Alors, je vois qu'il y a une autre personne qui s'est joint à nous. Bonjour. Alors, on a commencé, on parle du mensonge. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, dans la négociation, j'ai dit tantôt, c'est que ce partage d'informations, ben, est-ce qu'on donne l'information? Est-ce qu'on noie l'information? Est-ce on est dans la désinformation où on donne tellement d'informations que l'autre personne ne peut pas s'y retrouver? Donc, ça, c'est de toute la même ordre, OK? C'est d'amener quelqu'un à négocier sans son éclairage complet et total. Attention, parce que quand quelqu'un va conclure un accord parce qu'il y a eu un mensonge, une tactique ou de la manipulation, ben, les conséquences, ça peut amener à l'annulation de l'entente, non-respect de l'entente, ça peut nuire à la réputation, ça peut, si on est dans une relation continue avec un employé, avec un associé, puis on lui a menti pour avoir son autorisation ou pour avoir du financement ou quoi que ce soit, mais écoutez, est-ce que vous, si on vous a menti, que vous avez conclu avec quelqu'un, est-ce que vous avez le goût de faire confiance? Est-ce que vous avez le goût de continuer avec ces personnes? Il y a une détérioration incroyable. Donc là, je vous parle des conséquences du mensonge. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, ça peut amener à des annulations. Ce que je veux dire, est-ce que le mensonge, et des fois, les gens disent, ben oui, mais moi, ça m'arrive de bluffer. Par exemple, j'ai une maison à vendre. Je prends toujours ma maison, c'est facile, là. J'ai une maison à vendre. Quelqu'un vient, c'est le premier acheteur que j'ai pas vu depuis 6 mois. Il me demande, est-ce que vous avez d'autres acheteurs? Ah oui, j'ai beaucoup de gens intéressés, puis vraiment, j'ai des offres là presque sur la table, donc si vous êtes intéressé. Alors là, c'est vraiment un mensonge. On peut pas dire que c'est pas un mensonge. Et est-ce que ce mensonge-là, il est correct? Parce que, dans le fond, c'est ça une question intéressante, parce que c'est un bluff. Il faut que je m'interroge. Et là, il y a des écoles. Il y a 3 écoles de pensée qu'on regarde beaucoup dans le programme de maîtriser vos négociations, parce qu'on parle d'être éthique et sans reproche. Et il y a 3 écoles de pensée.
Euh, excusez-moi, 3 écoles de pensée. Une école de pensée où tout est permis. On appelle ça l'école du poker. Alors, attendez, je vais être bien sûr que c'est ça. L'école du poker, tout est permis. Les mensonges sont permis dans la limite du légal. Donc, tu as le droit de mentir, mais attention, tu ne dois pas tomber dans l'illégalité. Et c'est ça, mais tu peux mentir, tu peux faire des bluffs, tu peux faire ce que tu veux. Ah, mais là, il y a un danger à ça parce que toutes les lois ne sont pas les mêmes partout. En tout cas, bref, ça, c'est une école. Il y a une autre école qui est l'école, on appelle l'école d'harmonie sociale. Dans l'école, dans ce type de pensée de cette école, le mensonge n'est pas permis. Parce que on veut préserver l'harmonie sociale, l'intérêt personnel de tout le monde est important, l'intérêt de la société. On est dans un objectif beaucoup plus large. On est des idéalistes. Alors, si vous êtes un idéaliste qui rencontre un autre idéaliste, ben, c'est merveilleux, tout va bien. Mais par contre, vous pouvez être un idéaliste qui va rencontrer un joker, puis qui va se faire avoir, puis qui va tout donner, mais qui n'aura rien, ou qui va avoir du mensonge, et qui va croire que tout le monde est sur la même longueur. Donc, alors là, on a un gros problème quand on est dans cette école. Mais deux idéalistes ensemble, deux gens qui visent l'harmonie totale, il n'y a pas de problème, ça va bien aller. Et l'autre école, donc je serais plus de cette école, qui est l'école du boomerang. Maintenant, le boomerang, il faut penser à long terme. Il faut penser qu'est-ce qui va nous apporter le mensonge. Est-ce que le mensonge est permis? Oui et non, mais attention, je suis toujours dans la limite de la légalité. Je dois absolument pas faire en sorte que cette entente-là ne tiendra pas la route ou que je vais avoir fait de la fraude. Parce que si je fais de la fraude, ben écoutez, là, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel, pensez-y, là, faire de la fraude, ça peut être annulé, tout ça. Donc, il y a des limites à bluffer, puis il faut pas aller trop loin là-dedans. Je peux bluffer tant que ça sera pas connu, que la personne ne peut pas le savoir. Est-ce que l'acheteur qui vient cogner à la porte, il peut savoir que c'est vrai que moi je dis, j'ai des acheteurs, là, j'ai des gens qui sont intéressés. Comment lui il peut savoir ça? Comment il peut vérifier cette information-là? C'est impossible. Il peut pas le savoir. OK? Donc, si ce que je dis ne peut jamais être découvert, ben, en ce cas-là, ça pourrait être permis. Donc, il faut penser à long terme par ailleurs. Si dans le long terme, ça vient qu'à être découvert, ce que j'ai caché ou omis vient qu'à être découvert, ben là, je vais avoir nuit et à ma réputation et à l'application de l'entente à long terme. Donc, bluffer a toujours un côté qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir au long terme. C'est ça que le fin fond, il faut réfléchir à ce qu'on veut créer, surtout si on est avec des partenaires d'affaires, on veut créer des associations. Donc, miser la conduite la plus intègre possible. Je pense que c'est ça la meilleure idée à quelque part. Puis, on a une obligation de négocier de bonne foi aussi, qui est prévue dans les codes de procédure, dans le code civil. On a une obligation de bonne foi, on a une obligation de ne pas frauder. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. C'est sûr que dans le programme, on explore aussi d'autres facettes du mensonge. J'explique plus en détail ceci. Et là, j'irai sur l'art de faire des concessions, parce qu'on s'était dit qu'on se donnerait un petit temps sur l'art de faire des concessions. Alors, l'art de faire des concessions, ben ça, c'est intéressant. Je passe un peu mes papiers, excuse, mais pour être sûr de bien vous dire ce que je veux dire ce matin. Alors, la première chose, il faut vraiment penser à quelle va être mon offre initiale. Tout part de là, de mon offre initiale. Est-ce que mon offre initiale, est assise sur quelque chose? Est-ce que mon offre initiale, si je demande, je vais dire n'importe quoi, je vais pas dire n'importe quoi, mais je vais donner un exemple, puis je vais le prendre tout de suite. Par exemple, c'est quelqu'un qui a un salaire actuellement de 62 000 par année. Il veut une augmentation, il veut être augmenté à 70 000 $. Donc, il va faire une demande. Hein? Et sa demande, elle est basée sur quoi? Pourquoi je te donnerais, si je suis l'employeur, pourquoi je te donnerais 8 000 $ de plus par année? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que tu as des critères? Sur quoi c'est basé?
Alors, si je demande 500 000 pour ma maison, mais qu'en réalité, elle en vaut 260 000, les gens vont dire, ben oui, mais sur quoi que c'est basé? Donc, la logique, la raison a toujours sa place dans la négociation. Je veux savoir pourquoi. Donc, les demandes initiales, la demande initiale, l'offre, la contre-offre et tout ça, ces jeux-là, doivent avoir une logique à quelque part, sinon les gens ne peuvent pas vous suivre. OK? Donc, c'est logique. L'autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que on étudie les phénomènes, les biais psychologiques. Je vais vous dire que dans un des modules, je me souviens plus du numéro, là, mais on étudie les biais psychologiques et les pièges psychologiques de la négociation. Et il y en a un qui est très important, et si vous voulez le faire jouer à votre avantage, c'est que vous devez faire la première offre ou la première demande. On appelle ça l'effet d'ancrage. Alors, l'effet que vous preniez les devants, c'est pas de demander, ben toi, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Non, vous prenez le devant. Et à ce moment-là, on va discuter, ça va faire un effet d'ancrage. Et les discussions de négociation vont avoir lieu autour de l'effet d'ancrage. Et que cet effet, et ce qui est particulier, c'est que même si l'ancrage est plus ou moins logique, on va discuter de ça, et plus on va en discuter, plus on va lui donner de la force. Donc ça, c'est une chose que vous devez absolument savoir. Faites les premières offres, soyez proactifs, et vous allez gagnant dans cette idée. Donc ça, c'est comme assez important. Certaines personnes disent, je veux faire une offre, c'est non négociable. Ben, ça ne marche pas. Puis, à un moment donné, Toyota avait fait une offre promotionnelle comme ça, offrait un beau montant, non négociable. Il y a un monsieur qui faisait, ils ont appelé ça une école du bull ramming. En tout cas, c'était son nom de famille. Et lui, il négociait des conventions collectives. Je vous raconte un peu son histoire. Il négociait des conventions collectives. Il étudiait tous les documents, il prenait en compte tout ce qui était, et il faisait une offre juste, et qu'il disait, et voici l'offre très juste, très justifiée, pour telle raison, tel critère, elle est non négociable, et c'est ce qu'on vous offre. Ben, écoutez, même, ça marchait, à un certain point, ça marchait, mais à un moment donné, ça ne marche pas ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent négocier. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que c'est ça, négocier. Donc, ça veut dire que négocier, dire c'est non négociable, c'est pas payant. OK? Je te fais la meilleure offre possible, je te fais. Non, ça ne marche pas. Les gens veulent avoir le sentiment qu'ils vont gagner. Négocier, c'est un jeu social, c'est un jeu de société. Prenez-le comme un jeu de société. Des gens me disent, ouais, mais moi, j'aime pas ça, commencer. Non, mais amusez-vous là-dedans, parce que ça fait partie de. Ça voudra dire, par contre, de se garder une marge de manœuvre. Il faut se garder une marge de manœuvre. Hein? Et là, je vais le montrer avec parce que j'ai fait un petit tableau. Par exemple, alors cette idée de marge de manœuvre est très importante. Alors, par exemple, vous avez un salaire de 62 000. Là, je vais montrer mon petit tableau. Là. J'espère que ça sort bien. Je vais commencer par descendre un peu. Oups, je regarde dans l'écran. OK. Alors, vous désirez avoir 62 000. Votre salaire est à 62 000. Vous désirez avoir 70 000. Hein? Et vous dites à votre employeur, je veux 70 000. Je suis le plus ancien, j'ai fait beaucoup de représentations. Vous avez des critères logiques, très logiques. Vous voyez que dans d'autres organisations, on fait les mêmes salaires. Des salaires pour une personne de votre niveau, c'est 70 000. Donc, vous considérez que, et c'est basé sur des critères justes et normaux. Donc, vous demandez 62 000, vous voulez 70 000. Et vous demandez 70 000. Ben, vous n'aurez pas 70 000, à moins qu'on ait vraiment peur de vous perdre. L'autre va jouer puis il va vous donner peut-être 65 000. OK? Voyez-vous, vous avez demandé 70 000, il va évoluer,
mais pas jusqu'à 70 000. Parce que lui, de son côté, il doit aussi gagner quelque chose. Donc, ce serait très, très étonnant. Si votre objectif est d'avoir 70 000, là, je vais monter, demandez 80 000. Demandez 80 000 pour arriver à 70 000. Là, vous allez avoir beaucoup plus de chance. Et là, et ça, c'est prouvé. On a prouvé ça par des jeux de rôle, on a fait toutes sortes de trucs pour les mêmes, on avait donné à des avocats les mêmes dossiers. On a fait des jeux de rôle, ils faisaient des réclamations d'assurance. Et ceux qui réclamaient le plus avaient plus, OK, que ceux qui réclamaient, par exemple, là, je réclame 80 000, je pourrais demander 75 000 pour avoir 70 000, mais ceux qui ont 80 000 ont plus de chances d'avoir 70 000 que ceux qui commencent à 75 000. Là, à ce rythme-là, vous allez me dire, ouais, mais Céline, tant que ça, on va demander 110 000. Oh, attention, ou 100 000. Et là, je monte ma feuille, on me voit plus. Mais si vous demandez 100 000, mais que c'est pas logique, que c'est pas raisonnable, ça va créer l'effet inverse. Si vous n'êtes pas capable de justifier, ça va créer totalement l'effet inverse et on va vous donner 63 000 parce qu'on va se dire, il est fou, qu'est-ce qu'il veut, il ne sent pas d'allure, puis tout ça. Donc, vous allez être perdant parce que vous n'allez pas être capable de justifier votre 100 000 qui va être perçu comme exagéré et qui n'aura pas de sens. Alors, voyez-vous que vous prenez une grosse chance à exagérer. Ça m'amène à dire, dans le fond, les demandes, est-ce que je dois faire une demande exagérée? Non. Les demandes, à la fois doivent être élevées. Vos attentes, votre première demande, à la fois doit être élevée et raisonnable. Et être capable d'être appuyé sur quelque chose de logique. Alors, élevé, raisonnable, mais logique. Et optimiste. OK? Alors, c'est ça, les premières demandes. Donc, c'est juste un point là-dessus. L'autre point, ce que je voulais vous parler sur l'ordre des concessions. Alors, on a quelqu'un d'autre qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Gina. Alors, l'autre point que je vais vous parler, c'est l'ordre des concessions. On va finir avec l'ordre des concessions. Dans ce jeu de la négociation, ben, c'est un jeu, je vous le répète, c'est un jeu. Donc, on offre, contre-offre, offre, contre-offre. On doit s'amuser là-dedans. Hein? Si vous vous amusez pas, vous amusez là-dedans, ben, c'est là que vous avez peut-être besoin d'un négociateur expert qui va vous aider. Puis, il y a des gens qui ne font que ça, négocier pour vous, parce que c'est important d'avoir cette aide professionnelle. Mais il y a un jeu d'offres et de contre-offres. Et j'ai pris l'exemple de la maison, parce que je trouve qu'une maison, tout le monde, à un moment donné, ben, tout le monde. On souhaite toujours s'acheter une maison. Ça peut être une maison, ça peut être un auto, ça peut être un salaire, peu importe. On part de l'idée d'une maison. Dans l'ordre des concessions, vous devez être logique et cohérent. Et je vais vous donner deux exemples. Vous allez très bien comprendre ce qui se passe dans cette question-là. Alors, c'est une maison, je vous montre comme ça, qui est à vendre pour 260 000. Voilà. Elle est sur le marché à 260 000. Vous, disons que c'est vous, vous me faites une offre à 230 000. Je vous dis, non, 230 000, c'est vraiment pas assez. Non, je n'accepte pas, je refuse. Ah, mais vous voulez ma maison et vous dites, ouais, de toute façon, c'est un jeu, vous saviez bien que vous avez plus d'argent que 230. Vous dites, OK, je peux t'offrir deuxième offre, je peux t'offrir 238 000. Oh, là, vous venez d'augmenter de 8 000 $. Et moi, je vous dis, non, 238 000, c'est pas assez. Non, je peux pas accepter. Et tout d'un coup, vous m'offrez, je vais mettre comme ça, je vais continuer vous voir. Et là, tout d'un coup, vous m'offrez, je dis non, c'est pas assez, vous me dites 249 000. Alors, vous avez augmenté de 11 000 $. Votre première offre, de 230 à 238, vous avez augmenté de 8 000. De 238 à 249, vous avez augmenté de 11 000. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez encore de l'argent. Parce que vous allez toujours en augmentant. Puis moi, le 249 000, je me dis, et dans ma tête, je me suis dit, j'ai bien fait de refuser la deuxième offre. C'est payant de refuser une offre, il m'offre encore plus. Alors, ça ne met pas comme de limite et c'est pas très cohérent. C'est pas très cohérent parce que moi, je me dis, il y a peut-être encore de l'argent. Et je vais refuser cette offre
Et vous me dites, moi, mais ça n'a pas de bon sens, Caroline, je te donne. Et même si vous me disiez, c'est un offre finale, 11 000 offre finale, à moins que vous me disiez offre finale, que j'ai vraiment peur de vous perdre, mais je risque de continuer. Maintenant, voici ça, c'est un contre-exemple. Hein? Entendez bien que c'est un contre-exemple. Voici un exemple qui serait plus intéressant à faire. Alors, je reprends. C'est toujours votre même maison qui est à vendre à 260. C'est ma maison. C'est vous qui voulez m'acheter. Donc, c'est ma maison qui est à vendre à 260. Vous m'offrez 230. Non, je refuse. Vous m'offrez 8 000 $ de plus. Et là, on est à 238. Je refuse. Vous m'offrez 4 000 $ de plus. Et là, je suis à 242. Je refuse. 242. Vous m'offrez 2 000 $ de plus. Là, je suis à 244. Oh non, c'est passé de 44. Je refuse, mais là, vous m'offrez 1 000 $ de plus et je suis rendue à 245. Et là, moi, je me dis, quand même que je dis que je refuse, à chaque fois que je refuse, il y a de moins en moins de concessions. Alors, ça devrait être ça. Ça lance un message cohérent à l'effet que là, l'argent commence. Là, je comprends que l'argent chez vous commence à être rare, puis que vous n'en avez peut-être pas tant que ça, que vous êtes très intéressé, que vous êtes intéressé, puis que vous voulez bien, mais que les moyens sont pas là. Et là, je me dis, ouh, ouais, je peux bien refuser 245. Il va m'offrir 500 pièces de plus ou là, c'est peut-être fini. Là. Puis même avec 1 000 $, vous allez me dire, écoute, je t'offre 1 000, là, mais c'est vraiment final. Et là, vous avez fait votre séquence et à cause de cette séquence-là, quand vous allez me dire, c'est une offre finale à 2,45, je vais vous croire. Beaucoup plus de chances que je vous crois. Une offre finale à 2,49, quand vous avez toujours augmenté comme ça, je me dis, il y a de l'argent à cette personne. Alors, voyez-vous, cette idée d'offre la séquence des concessions est extrêmement importante. J'aurai encore beaucoup de choses à dire sur les concessions. Vous pourrez aller voir sur le vidéo sur cette idée des concessions. Il y a encore plusieurs choses à discuter. Maintenant, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va répondre aux questions sur le mensonge et les concessions. Je voudrais un peu prendre le temps pour expliquer le programme. Le programme Maîtriser vos négociations, c'est un programme qui s'adresse à tout le monde. Je pense que les gens m'ont posé des questions, je me rends compte que, je ne sais pas, pourtant j'avais l'impression d'être très claire, mais c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs, aux gens d'affaires, aux professionnels, aux conseillers en relations de travail, à monsieur, madame, tout le monde qui doit négocier dans sa vie, aux représentants d'une compagnie. C'est pas un cours de vente que je donne, mais c'est un cours de négociation. Puis vous savez, dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, on négocie. Il y a des gens qui négocient plus à cause de leur travail. Donc, vous avez une entreprise, vous voulez développer quelque chose, vous allez négocier constamment. Vous négociez avec vos employés. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Pas besoin de prérequis, pas besoin d'avoir suivi un cours universitaire, pas besoin d'être avocat. S'il y a une chose, vous allez apprendre des trucs d'avocat. Donc, c'est une bonne chose parce que j'enseigne aux avocats. C'est un cours qui est de qualité universitaire. Il est accrédité par les ordres professionnels. Je l'ai vulgarisé. Ça, c'est vraiment une de mes grandes forces, je pense, c'est de rendre des concepts compliqués, les rendre faciles et accessibles. Donc, j'ai vulgarisé au maximum tout ceci. C'est un programme aussi. Mais oui, c'est ça aussi, parce qu'il y a une question qui nous a été posée souvent. Pourquoi, est-ce que Céline, c'est bon pour moi? Moi, je suis un courtier en immobilier. Est-ce que ça, c'est un cours qui est bon pour moi? Parce que moi, je suis dans le domaine des relations de travail ou des conventions collectives. Je veux vous donner, dans ce cours-là, on enseigne les bases fondamentales. Puis je faisais une analogie, j'expliquais ça on parlait de ça avec des personnes. Pour faire un gâteau, je vais prendre l'exemple, je vais prendre cette analogie-là, je pense qu'elle est bonne. Quand on veut faire un gâteau, il y a comme des bases pour faire un gâteau. Ça prend quelque chose qui ressemble à de la farine. Ça peut être de la farine d'avoine, de la farine de blé, de la farine de n'importe quoi, hein, parce que là, il y a bien du monde allergique, mais ça prend quand même quelque chose qui ressemble à de la farine. Ça, c'est comme une base. Après ça, ça prend souvent des œufs. On voit ça. Et si vous êtes allergique aux œufs, vous allez mettre de la compote de pommes, mais ça prend quelque chose qui ressemble à des œufs. Un corps gras souvent. Mettez le corps gras que vous voulez. Ça peut être de l'huile d'olive, du beurre, n'importe quoi.
ça prend un corps gras. Et ça prend un liquide, parce que si vous ne mettez pas de liquide là-dedans, ça ne fera pas un beau gâteau. Liquide, ça peut être du lait, ça peut être de l'eau, ça peut être du jus de pomme, ça peut être un peu n'importe quoi. On est très créatifs pour faire des gâteaux. Et il y a été une époque, si vous demandiez à quelqu'un de faire un gâteau, ma mère, elle vous aurait dit, c'est pas compliqué. De la farine, des œufs, ah oui, la poudre à pâte, hein, et là, je te fais un gâteau. Après ça, je peux bien rajouter du chocolat, des pépites de chocolat, des raisins, peu importe. Mais la base est toujours la même. Mais dans la négociation, c'est la même chose. Il y a des bases fondamentales. Et si j'ai pas ces bases fondamentales-là, je peux pas aller plus loin, je peux pas faire mieux. Alors, quand je vous expliquais par rapport, par exemple, aux concessions, lors des concessions, ça s'applique dans tout. Le mensonge, ça s'applique dans tout. La gestion des émotions, les pièges psychologiques, ça s'applique dans toutes les négociations, peu importe le type de négociation. Donc, je pense que ça, c'est comme important de le préciser pour que les gens comprennent bien pourquoi qu'on parlait toujours des bases fondamentales de la négociation. Le programme va être, on termine nos inscriptions ce soir à minuit. Il va être réoffert en 2019. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Des fois, les gens me disent, oui, mais j'ai pas le temps. Mais oui, c'est un programme en ligne. Donc, vous suivez quand vous voulez, quand c'est disponible, quand ça vous convient. Alors, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses? Je pense que non. Je regardais ma collaboratrice qui est toujours à côté de moi, qui était vraiment un ange. Elle s'appelle Anaëlle. Alors, Anaëlle, est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire? Non, elle me fait signe que non. Alors, je vous remercie en ce samedi matin d'avoir pris le temps d'être présente. Ça me fait chaud au cœur de vous voir, de vous sentir. Et ben, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous, ayez du plaisir. La négociation, ça fait partie de la vie et c'est un jeu. Et c'est un jeu dans lequel on est mieux d'avoir des connaissances pas se faire avoir, puis pour obtenir le maximum, pour être confiant, on avait une espèce de slogan qui était de passer du doute à la confiance, de la compétition à la collaboration. Parce que dans la négociation, c'est pas tout le monde qui veut collaborer. Il y a des gens qui négocient très, très durement, qui utilisent toutes sortes de pièges. Et c'est contre ça, entre autres, que ce cours aussi, c'est ça, j'ai pas parlé, l'esprit de cette formation, c'est d'aller vers plus de collaboration. Parce que quand il y a des enjeux, quand on va travailler ensemble, quand on est des associés, quand on est des partenaires d'affaires, ben écoutez, on va négocier, on va être longtemps ensemble. Donc, comment négocier d'une manière collaborative, comment obtenir des ententes mutuellement satisfaisantes. C'est que c'est vraiment ça qui est visé par le programme. Donc, pour ceux qui me connaissent, ou en tout cas qui ont vu tout, qui me suivent, savent bien que ce souci d'harmonie sociale, moi, il m'habite, il est présent à l'intérieur de moi, cette mission quelque part que je me donne, en tout cas qu'on m'a donné, peu importe. Voilà, c'est ça. Donc, cette mission d'harmonie sociale, de recherche de collaboration et de créer ensemble et de co-créer. Voilà. Alors, je vous remercie encore une fois. Bonne journée et profitez-en bien. Merci. Voilà. J'arrête ici. Ça paraît